Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog un petit peu spécial. Ça fait un petit moment que je veux le faire, que je me prépare, que je pense à ma pile à lire. C'est un vlog spécial lecture horrifique pour Halloween. Et vous le savez déjà si vous êtes habitué à la chaîne, mais ça fait des mois que je crève d'envie de ne lire que des lectures horrifiques, des lectures gothiques, des choses qui vont me mettre mal à l'aise. Le moment est enfin venu. Enfin, je dis ça, mais j'ai dû faire un choix puisqu'il y a énormément de lectures qui me font envie ces derniers temps et j'ai dû évidemment considérablement réduire la sélection. Je n'ai choisi que 3 livres pour ce vlog. Je vous les présenter tout de suite. Le premier, c'est La Maison Hantée de Shirley Jackson. Je l'ai acheté il y a quelques temps en prévision justement de ce vlog et puis parce que je crève d'envie de le découvrir. J'ai l'impression que La Maison Hantée, c'est un peu un classique de la littérature horrifique et pourtant quand même assez abordable. Et si ma mémoire est bonne, ce roman a été aussi adapté pour la télévision, pour Netflix, si je ne me trompe pas. Dans ce roman, on va suivre le docteur Montag, qui est apparemment fasciné par les phénomènes paranormaux, et il va un petit peu se prendre de passion pour ce manoir, cette maison abandonnée, qui est nommée Hill House et qui apparemment serait hantée. Ce docteur Montag va procéder à une expérience, il va réunir certaines personnes qu'il pense susceptibles de réagir au surnaturel, donc il va les réunir et si je comprends bien, il va les laisser un petit peu mijoter dans cette maison et voir un petit peu ce qui se passe. J'ai très hâte de découvrir ce roman et en même temps j'ai un petit peu peur d'avoir peur finalement. En même temps, c'est ce que je recherche. C'est pour ça que je veux lire des lectures horrifiques. C'est aussi le but de ce vlog, c'est de me faire peur. Le deuxième roman que j'ai sélectionné est là aussi un petit peu un classique de la littérature de l'horreur que je ne connais pas. Et là aussi, je l'ai acheté il y a quelques semaines en attendant impatiemment ce vlog pour pouvoir le découvrir. C'est le 13e conte de Diane Setterfield. Et là, on va découvrir la vie de Vida Winter, qui est une autrice de best-seller, mais qui vit à l'écart du monde. Et elle a invité sa jeune biographe, Margaret Léa, à recueillir ses mémoires. Donc j'imagine qu'il va y avoir des échanges autour de certains épisodes de la vie de Vida, mais apparemment les histoires sont toutes plus étranges les unes que les autres, plus ou moins sorties de son imagination. Peut-être que Vida s'est inventée de plusieurs vies. Je sais pas si on sera tout à fait dans de l'horreur avec ce roman, mais ce qui est sûr c'est que ça va me mettre mal à l'aise. Peut-être que ça va m'angoisser, ça peut être pas mal. Et enfin, le dernier roman que j'ai sélectionné pour ce vlog, c'est un titre beaucoup plus récent. C'est My Best Friend Exorcism de Grady Hendrix. Et ici, vous vous doutez bien, on va parler d'exorcisme et de possession. On est parachuté dans les années 80, précisément en 1988 à Charleston dans le New Jersey. Et on va suivre 2 amies qui sont Gretchen et Abby. Elles font tout ensemble. Elles sont vraiment inséparables, mais on nous dit que suite à une soirée qui a mal tourné, Gretchen est devenue différente, instable, irritable. Et Abby, elle en est sûre, Gretchen est possédée. Apparemment ici c'est plus un roman, pas forcément jeune adulte, mais peut-être un peu plus accessible, moins adulte dans tous les cas. Donc il y a des chances qui se dévorent, qui se lisent très vite, mais j'espère être happée quand même par l'histoire parce qu'en général le jeune adulte chez moi ça passe ou ça casse. Et comme je suis en train de terminer ma lecture en cours, il me reste vraiment même pas 1 heure de lecture, donc je vais la terminer aujourd'hui. Ça veut dire surtout que demain je vais commencer un nouveau livre, donc je démarre vraiment ce vlog demain avec une première lecture. Et j'ai bien envie de commencer avec le Grady Hendrix. Je saurais pas trop vous dire pourquoi. Peut-être parce que c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps dans ma pile à lire physique. Je sais pas, je suis très attirée par le fait que ça se passe dans les années 80. Je suis assez intriguée de savoir si le côté jeune adulte, ça va passer ou pas. Et je pense que ça va se lire très vite dans tous les cas. Est-ce que ça va me faire aussi peur que ce que je pense ? On verra bien. Mais oui, j'ai bien envie de démarrer par celui-ci. Donc moi, je vous retrouve un petit peu plus tard, une fois que j'aurai avancé dans cette première lecture. Hi everyone, it's Alice, and today it's
to talk about the books I read in September. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi, mercredi soir, je rentre du boulot, je suis en week-end les 2 jours suivants. Je suis rapidement passée à la librairie parce qu'aujourd'hui on est le 16 octobre et j'attendais la sortie de ce roman de Lovecraft qui est cette fois-ci édité dans une version illustrée qui me tente beaucoup malgré son prix excessif pour moi, peut-être pas pour la maison d'édition. Je m'étais dit, je vais à la librairie juste pour prendre ce titre-là et s'il n'y est pas, je repars les mains vides. S'il y est, je l'embarque, ce sera le destin. Je ne l'ai pas trouvé, mais je suis quand même pas repartie les mains vides. J'ai croisé ce titre, Requiem pour les fantômes de Catherine Arden, que j'attendais avec impatience avant même sa sortie en français. Donc voilà, autant vous dire que quand je l'ai vu, je me suis dit, bon bah finalement c'est peut-être le destin aussi qui parle, je l'embarque avec moi. Voilà, ça c'était petit aparté rapide, sinon je venais juste pour vous faire un petit topo sur My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix parce que mine de rien, j'arrive... il me reste à peine plus de 100 pages, le titre fait 400 pages tout pile et je suis à la page 289, donc autant vous dire que j'ai quand même pas mal avancé et je vous en ai pas du tout parlé. Si vous entendez du bruit derrière, c'est parce que je suis en train de me faire couler un bain, chose que je ne fais jamais, mais j'essaie de profiter au maximum de mon appartement parce que je le rends bientôt. Bref, ceci dit, My Best Friend's Exorcism. Pour rappel, ça se passe dans les années 80, en 1988 précisément, à Charleston, en Caroline du Sud, donc aux États-Unis. On va suivre notre personnage qui s'appelle Abby, qui est la meilleure amie de Gretchen. Elles font tout ensemble, elles sont inséparables depuis l'âge de 10 ans. C'est pas qu'elles font des 400 coups, mais elles sont tout le temps collées ensemble, elles ont grandi ensemble. Et à la suite d'une soirée entre amis qui va mal tourner, Gretchen va être différente. Elle va avoir un peu comme des sautes d'humeur, elle va être très facilement détestable, distante. Elle va aussi changer physiquement. Elle qui était avant toute jolie, elle va se retrouver avec des boutons, des pustules tout partout sur le corps. Elle va arrêter de se laver, elle va sentir extrêmement mauvais. Elle va changer de look, très bizarre. Et au fur et à mesure, Abby va commencer à penser que peut-être que Gretchen est tout simplement possédée par le diable. Parce qu'en plus de tous ces petits changements qu'on pourrait attribuer à l'adolescence et au changement du corps féminin, Gretchen elle a tout simplement exprimé plusieurs fois le désir de tuer ses parents, le désir de se supprimer elle-même, et elle est extrêmement bizarre. C'est une lecture que j'aime plutôt bien. Dans les premiers chapitres, le tout premier chapitre, c'est un peu comme un prologue puisqu'on est à l'époque, pas forcément au présent, mais on est en 2008 si je me trompe pas. Parce qu'on nous dit qu'on est 20 ans après les faits et Abby a reçu un email un petit peu bizarre qui lui disait tout simplement que l'exorciste était mort. Et donc là, elle se dit, ok, je me souviens de ce qui s'est passé il y a 20 ans en arrière. Et donc, à partir de ce moment-là, commence véritablement l'histoire. Elle va se remémorer comment Gretchen et elle sont devenues amies et là, c'est vraiment à ce moment-là que démarre l'histoire. Donc ça prend, je dirais, plusieurs chapitres quand même, puisque donc le premier c'est ce fameux prologue
en 2008. Et il y a quelques chapitres suivants où on voit évoluer l'amitié entre Gretchen et Abby. Donc elles se sont rencontrées à l'âge de 10 ans et en 88, donc au moment où se passent les faits, elles ont 16 ans. Il y a aussi quelque chose de sympa ici, c'est que les chapitres sont des titres de chansons, des années 80. Donc là par exemple, je suis au chapitre Les lits brûlent, Beds are burning. Donc à chaque fois, c'est une petite référence à une chanson des années 80. Et d'ailleurs, non seulement il y a une playlist à la fin du roman ici, et la deuxième page, mais en plus, ça se passe donc dans les années 80, il y a énormément de références musicales, des chansons qui passent, qu'elles écoutent à la radio, qu'elles chantent ensemble, des films qu'elles regardent ensemble, et on est vraiment plongé dans l'ambiance des années 80. D'ailleurs, si vous avez aimé Stranger Things, c'est carrément le même genre d'ambiance ici. En plus de ça, ça se passe justement avec des adolescents, des lycéens. Il y a vraiment ce côté pop culture qui ressort que j'apprécie beaucoup. Mais en dehors de ça, j'avoue que j'ai mis un petit peu de temps quand même à vraiment accrocher. Alors après, je peux pas dire que je suis à fond non plus, mais j'ai quand même très envie de savoir ce qui va se passer sur les 100 et quelques dernières pages. Mais j'avoue que ça aide à faire monter la tension justement, à planter le décor, donc c'est peut-être pas plus mal. Pour vous donner un ordre d'idée, l'exorciste, lui, il entre en scène à peu près au milieu du roman, voire même un petit peu plus loin. Et là où j'en suis, donc à environ 100 pages de la fin, il s'est toujours pas passé grand chose au niveau de l'exorcisme. Mais on a eu toute l'évolution de l'amitié d'Abby et Gretchen, de leur amitié entre elles deux, de leur relation avec leur entourage, que ce soit familial ou au lycée justement, même avec les profs, et surtout l'évolution de l'état de Gretchen, de sa possession finalement. D'ailleurs, on a même certains passages où Gretchen, même si elle n'a pas encore trop compris ce qui se passe dans son corps et dans sa tête, elle essaie d'expliquer à Abby ce qu'elle est en train de vivre, et j'avoue que c'est un peu le genre de choses qui a commencé à me faire peur. Je lis principalement ce roman en journée parce que j'ai pas le choix. Et j'avoue qu'il y a certains moments qui m'ont mis pas forcément mal à l'aise, mais qui m'ont fait un petit peu peur parce que la façon dont Gretchen, elle parle de ce qui se passe en elle, dans sa tête et sur son corps, ça donne des frissons parce que par exemple, elle dit que elle sent quelqu'un qui lui frôle la nuque, mais constamment, que ce soit en journée, en cours, elle est sous la douche, elle essaie de dormir, elle sent quelqu'un qui lui touche la nuque. Elle sent des mains qui se baladent sur son corps quand elle veut s'endormir. Je vais pas vous en dire plus justement pour vous laisser découvrir le reste, mais c'est parfois assez malaisant et oui, ça peut faire un petit peu peur. Alors je suis pas encore au point où je suis terrifiée. Peut-être que ça va venir avec l'exorcisme un petit peu plus tard. On verra bien. Dans tous les cas, vu qu'il reste un petit peu plus d'une centaine de pages, je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Je vais me faire une session justement dans ma baignoire et je le terminerai ce soir avant d'aller me coucher. Histoire de me donner des cauchemars, de me faire peur avant de fermer les yeux et de m'endormir. D'autant plus que j'ai trouvé ce matin une araignée énorme au réveil sur le mur à côté de ma cuisine et je sais très bien que c'est le genre d'araignée qui est assez coriace et je vais vraiment me battre avec elle. Mais d'abord il va falloir que je la retrouve parce que je l'ai perdue de vue et j'espère qu'elle va pas être dans mon lit. Bon, dans tous les cas, la prochaine fois qu'on se retrouve, j'aurai normalement terminé My Best Friend's Exorcism et j'aurai commencé un nouveau titre. Je sais pas encore lequel. J'ai pas encore décidé. Elle est là. Elle paraît toute petite sur l'écran, mais je vous jure, elle est gigantesque. J'ai trop peur. J'ai le cœur qui bat à la chamade, mais je l'ai eu. J'ai hurlé. Je pense que mes voisins doivent se dire que je suis folle, mais je l'ai eu. On est le lendemain après-midi, mais j'ai terminé hier soir comme prévu My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix. Et je dois dire que c'était une chouette lecture, mais vraiment le plus marquant ça a été
En fait, le chapitre juste après que je vous ai parlé hier soir, j'étais dans mon bain, j'ai commencé à le lire et je me suis dit ok, ça c'est un chapitre dégueulasse. Ça a vraiment été un chapitre marquant et en plus c'est quelque chose qui n'arrive même pas à Gretchen ou à Abby, c'est Gretchen qui fait du mal à un autre personnage, à un personnage secondaire. J'en dirai pas plus, mais si vous n'aimez pas l'horreur au niveau du corps, de ce qui se passe dans le corps, de ce qui peut en sortir, ne lisez pas ce livre parce que vous allez être obligé de passer sur ce chapitre et il est vraiment crade. D'habitude, je suis pas quelqu'un qui réagit comme ça au niveau physique quand je lis quelque chose, mais j'ai bien cru que j'allais presque vomir, donc voilà, au moins vous êtes au courant. D'ailleurs, c'est, je pense, le moment où j'ai le plus réagi dans ce roman, malgré ce que je vous disais hier soir quand Gretchen nous raconte de temps en temps ce qu'elle ressent dans son propre corps ou sur son corps, qui est quand même assez malaisant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ce fameux chapitre de Beds Are Burning, parce que vraiment, il va rester dans ma tête pendant un moment. Même le passage de l'exorcisme en soi de Gretchen, un assez long passage qui prend plusieurs chapitres si ma mémoire est bonne, il est pas aussi horrifique, il est même un peu comique. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément tout du long du livre, mais il y a certains passages qui devraient être dramatiques, qui devraient être pesants, qui devraient être horrifiques, et qui finalement apportent une touche d'humour, de comique. Et alors, c'était sympa dans le sens où ça allège carrément la tension au niveau du lecteur, mais est-ce que c'est quelque chose que je voulais retrouver dans cette lecture? Je ne suis pas sûre. Je suis encore en train de me poser la question de est-ce que j'ai aimé cette approche ou pas. Et même si je ne m'attendais pas du tout à la fin qu'on a eue dans ce roman, je pense que je l'ai appréciée. Alors elle sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais moi il m'a plu. Je l'ai lu avec un petit sourire en coin, pas forcément la larme à l'œil, mais le petit sourire qui va bien. Quoi qu'il en soit, le premier livre de ce vlog est terminé et j'ai beaucoup apprécié l'écriture de Grady Hendrix, donc c'est sûr que je vais continuer à découvrir cet auteur. De toute façon, ma réservation pour Horror Store à la médiathèque est disponible, je vais pouvoir la retirer demain matin puisque la médiathèque est fermée aujourd'hui, donc demain matin je vais aller retirer ça et je pense le lire très bientôt. Comme je vous le disais, ici, première lecture validée, pas forcément un coup de cœur mais pas une déception non plus, une chouette lecture, ça se lit tout seul. Et mention spéciale pour vraiment les années 80. Et j'ai décidé de continuer avec le 13e tome de Diane Setterfield, tout simplement parce que c'était le premier dans la pioche de ce vlog, donc j'y vais vraiment au hasard. Mon petit marque-page est prêt, donc il n'y a plus qu'à. Je viens de m'installer pour continuer ma lecture du 13e conte, mais je voulais juste faire un petit clip rapide pour vous dire que j'ai lu 2 ou 3 chapitres déjà et je suis surprise par la qualité et la beauté du style d'écriture de Diane Setterfield. Je m'attendais pas du tout à ça, enfin je savais pas trop à quoi m'attendre, mais on ressent que chaque phrase est travaillée, elle est réfléchie. Et ça m'arrive extrêmement rarement, je crois même que c'est la première fois que ça m'arrive à ce point, mais j'ai envie de garder chaque phrase en tête, de les surligner, de les inscrire quelque part pour m'en souvenir parce que c'est hyper beau. Et pour vous dire à quel point c'est extrêmement rare que je le fasse, je crois que ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois avant aujourd'hui, mais j'ai récupéré une de ces phrases, une de ces citations et je l'ai mise sur Babelio parce qu'on peut faire ça sur Babelio. On peut écrire nos critiques, noter les livres et on peut aussi noter des citations. Et j'en suis à un point où je me retiens de ne pas prendre mon téléphone presque à chaque phrase ou à chaque page pour les inscrire sur Babelio parce que ça n'aurait plus aucun sens. Et j'avance, je peux pas dire que j'avance bien, mais je suis prise dans l'histoire et quand je l'ai lâché à regret parce que j'avais autre chose à faire. Donc là j'ai hâte de continuer. Mais ce que je voulais dire c'est que j'ai la sensation, l'impression
d'avancer lentement parce que je fais très régulièrement des pauses pour relire les phrases que je viens de lire tellement je les trouve belles. Je crois que ça m'arrive quasiment à chaque paragraphe. Donc j'ai un peu peur que ce titre me prenne plus de temps que ce que j'ai prévu pour le lire. Et il fait un petit peu plus de 500 pages, donc il risque d'être un petit peu long déjà de base. Mais comme je fais beaucoup de pauses juste pour admirer et réfléchir à la beauté de ces phrases, voilà, ça risque de me prendre un petit peu de temps. J'y retourne. Je vous retrouve plusieurs jours plus tard. J'ai plusieurs petites choses à vous dire. La première, c'est que j'ai trouvé un grand pot pour mettre toutes mes lectures qui sont disponibles à la médiathèque pour pouvoir faire les prochaines pioches des prochains resets. Et là, je suis plutôt contente parce que j'ai vraiment de la marge pour remplir ce pot, mais je vais essayer de ne pas le faire non plus parce que si je la remplis, ça veut dire que j'agrandis ma pile à lire et elle est déjà assez conséquente. Ensuite, je vous l'avais dit que j'allais très certainement craquer dessus de toute façon, donc c'est moyennement une surprise pour vous. J'ai pris L'ombre sur Innsmouth, c'est une nouvelle de Lovecraft mais qui est éditée ici dans un format déjà gigantesque mais illustré par c'est François Baranger. La couverture est juste magnifique, c'est pour ça que j'ai craqué d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert cette nouvelle édition. Et donc c'est illustré sur la couverture évidemment, mais c'est illustré un petit peu partout. Par exemple... Voilà, ça va être incroyable à découvrir. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'est pas la première nouvelle de Lovecraft qui est rééditée de façon illustrée. Il y en a plusieurs et je pense que si ça me plaît, si ce format me plaît, je demanderai les autres à Noël ou à mon anniversaire parce que c'est un format qui est un petit peu cher quand même. Mais bon, comme je vous disais, il y a déjà d'autres récits qui ont été illustrés par François Baranger, donc le même illustrateur. Je vais vous mettre les photos ici à l'écran parce que ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Donc il existe déjà L'Appel de Toulouse. Je suis désolée, je sais pas du tout comment on prononce ce nom. Il y a aussi Les Montagnes hallucinées. Alors soit il y a le tome 1 puis le tome 2, soit il y a une intégrale. Et il y a aussi, et le dernier j'arrive pas à lire le titre, je vois juste Dunwich. Donc voilà, si ça me plaît, je prendrai les albums précédents avec les récits et les illustrations précédentes. Dans tous les cas, j'ai trop hâte de le découvrir. Je pense que je vais me faire une petite séance lecture vraiment autour du 30-31 octobre, 1er novembre. Parce que ça va vraiment être le moment idéal pour découvrir tout ça. Bon, et sinon, j'ai terminé le 13e conte. Je pensais vous retrouver entre deux lectures. Je pensais vous faire un petit update, une petite mise à jour de mon expérience de lecture de ce titre. Et je n'ai pas pu tout simplement parce que chaque minute de libre que j'avais, je la passais plongée à découvrir ce titre. C'était incroyable. Bon, j'ai pas pu le lâcher. J'étais complètement absorbée, obnubilée par ma lecture. Et c'était magnifique. Clairement, un coup de cœur. Clairement, une lecture que je vais vous recommander très régulièrement. Mais waouh! Si vous aimez la littérature anglaise, si vous appréciez tout ce qui est Jane Eyre, Léo de Hurlevent, ce genre de lecture, ce genre de littérature gothique,
vraiment, celui-ci, il est fait pour vous. Moi, j'avais apprécié les titres que je viens de vous citer, mais je les avais surtout étudiés et je les avais appréciés parce qu'on avait justement une analyse littéraire autour de ces titres, dont je ne me souviens plus parce que c'était il y a très longtemps. Mais je me souviens que j'avais quand même globalement apprécié ma lecture, même si c'était pas des coups de cœur. Ici, waouh, waouh. Déjà, je vous en ai parlé précédemment, mais le style d'écriture de Diane Setterfield, waouh, waouh, un vrai petit bonbon. Et quelle histoire, quelle intrigue. Je me suis énormément attachée au personnage. Et en fait, c'est très simple. J'ai terminé cette lecture il y a 24 heures, tout pile. Et je me suis dit que je pouvais pas vous faire un update tout de suite parce que j'étais en larmes. J'étais en larmes d'avoir fini ce titre. Parce que il fallait quitter les personnages et parce que cette conclusion qui était quand même plus ou moins dramatique, c'était magnifique. C'était waouh. En fait, j'ai pas les mots, mais vraiment lisez-le. J'ai adoré découvrir la vie de Vida Wynter, de la façon dont elle le raconte. J'ai adoré me poser des questions sur justement ce qui est vrai, ce qui est faux, à quel point on nous dit la vérité. J'ai adoré découvrir aussi l'histoire de Margaret, cette fameuse biographe qui recueille l'histoire, les mémoires de Vida Wynter. Il faut savoir que dans les prémices, et ça je vous l'ai pas dit je crois, ça m'a beaucoup fait penser aux 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid que j'ai lu en début d'année, parce que on se retrouve embarqué par une jeune femme. Alors ici c'est une biographe et chez Taylor Jenkins Reid c'est une journaliste. Elle se retrouve embarquée et sans savoir la raison véritable à être plus ou moins obligée de recueillir les mémoires et l'histoire d'une personne âgée qui est peut-être sur le point de mourir, mais qui est une personne réellement âgée et qui veut lever le voile sur sa vie, dire toute la vérité, rien que la vérité. Donc chez Taylor Jenkins Reid, on avait cette fameuse actrice hyper connue, hyper populaire, adulée de toutes parts, alors que dans le 13e conte, on a Vida Wynter, qui est une autrice de best-seller, mais qui vit quand même assez coupée du monde, qui vit dans un manoir avec très peu de domestiques, qui n'a pas de contact avec le monde extérieur, sauf qu'elle donne très souvent des interviews, mais qu'elle ne dit finalement jamais la vérité, parce qu'elle estime que comme elle est une autrice, une écrivaine, une inventeuse d'histoire, eh bien son devoir c'est finalement de toujours inventer des choses pour cacher son propre passé et sa propre histoire. Et donc elle invite Margaret à recueillir justement sa véritable histoire et elle dit qu'elle va essayer de dire toute la vérité. Et donc au travers de multiples entretiens, on va découvrir justement la véritable histoire de Vida Wynter, plus ou moins, parfois au travers de ce que l'autrice nous dit, et parfois au travers de ce que Margaret comprend. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que Margaret elle-même, elle a une histoire, elle a des secrets, et ils vont pas forcément être mêlés à la vie de Vida Wynter, mais certains événements de la vie de l'autrice vont faire réfléchir Margaret sur son propre passé, sur sa propre expérience. D'autant plus qu'on le découvre quand même assez rapidement vers le début de l'histoire. Vida et Margaret, elles ont un point en commun qui fait qu'elles vont se sentir assez proches l'une de l'autre. Je ne vais pas vous le dévoiler pour que vous gardiez l'expérience de lecture et de la découverte, mais vraiment c'est quelque chose qu'on découvre au tout début. En bref, j'ai adoré ce roman, j'ai adoré le découvrir. Je suis vraiment contente d'avoir entendu parler de ce livre parce que il y a encore quelques semaines, quelques mois, je ne connaissais absolument pas le 13e conte et je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Ceci dit, petit bémol, c'est absolument pas une lecture d'Halloween, il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas de choses qui font peur, qui terrifient. Il y a une histoire gothique avec un petit peu de suspense, mais ça n'a rien à voir avec Halloween et ça c'est pas quelque chose qui fait peur. Donc, dans le cadre de ce vlog spécial lecture Halloween horreur, c'est un fail, mais dans le cadre d'une découverte littéraire, énorme coup de cœur pour le 13e conte. Et enfin, puisque j'ai terminé le 2e titre de ce vlog, ça veut dire que j'ai commencé le 3e, La Maison Hantée de Shirley Jackson. Je l'ai commencé hier à la pause déjeuner, j'avais lu un chapitre, et hier soir dans mon lit, j'ai lu le 2e chapitre, et donc là, je vais attaquer le chapitre 3, je suis à la page 63, donc mine de rien, j'ai quand même... C'est pas mal avancé, mais je suis bien, je dirais, un quart du roman. Et je pense que ça va être une toute autre expérience de lecture comparée au 13e conte jusqu'ici. Parce que déjà, la plume, c'est quand même beaucoup moins
beaux, beaucoup moins jolis à découvrir. Et il y a un petit truc avec les personnages, je ne les aime pas et j'aime le fait de ne pas les aimer. Je pense que c'est voulu par l'autrice justement, c'est voulu par l'histoire. Mais voilà, il y a des choses où j'apprécie un petit peu leur réflexion et il y en a d'autres où je me dis mais vraiment c'est des têtes à claque et je peux pas me les voir. Donc je vais voir justement en avançant dans la lecture comment ça se passe, si c'est voulu ou pas. Mais je crois que ça va être une ambiance vraiment assez malaisante. J'ai hâte de voir si je vais vraiment me faire peur avec celui-ci. Je pensais pas vous faire un récap aussi rapidement, mais j'ai lu un chapitre sur ma pause déj, donc je suis arrivée au chapitre 4 et bah en fait je suis presque à la moitié du roman déjà. Je pense que quand je vais terminer ce chapitre je serai à la moitié et c'est assez bizarre parce que je suis pas ultra fan du style d'écriture. Enfin comme je vous le disais, on passe juste après le 13e conte donc forcément c'est moins bon même si c'est vraiment pas mauvais non plus. Et clairement je suis toujours assez outrée entre guillemets, par les personnages. C'est assez facile à se retrouver parce qu'on n'en suit que 4. On a donc le docteur Montag et on a les 3 sujets de l'expérience entre guillemets. Tous les 4 vont vivre au manoir Hill House et là je suis au chapitre 4, on est toujours sur la première soirée, ça fait que quelques heures qu'ils sont au manoir et tout de suite quand ils sont arrivés, chacun de leur côté a ressenti pas forcément des choses bizarres, mais une sensation malsaine, quelque chose d'oppressant, quelque chose peut-être de macabre. Il s'est rien passé, hein, du moins nos personnages ne nous ont pas raconté qu'il s'est passé quoi que ce soit, mais ils ont tous cette sensation, cette impression d'horreur vraiment. C'est comme si leur corps entier leur hurlait de partir à peine arrivé à Hill House. Et le personnage qu'on suit principalement, c'est Eleanor. C'est celle qu'on suit depuis le début, depuis son départ avant d'arriver à Hill House. Il y a aussi Theodora qu'on nous a présenté rapidement et qu'on découvre donc, qu'on apprend à connaître une fois qu'elle est arrivée à Hill House. Et il y a aussi Luke qui, lui aussi, on le découvre une fois qu'il est arrivé à Hill House. On nous l'a aussi très rapidement présenté et lui, il fait partie de la famille des propriétaires de Hill House. Personne ne vit sur place puisqu'on apprend quand même que cette maison, elle est tellement particulière, elle est tellement oppressante, elle fait tellement flipper que personne n'y vit et on nous explique justement dans ce chapitre 3 un petit peu l'histoire de la maison, du moins ce qu'on en sait. Donc voilà, nos personnages ont tous des petites particularités qui font qu'ils ont été sélectionnés pour cette expérience que je ne vous dévoilerai pas, comme ça vous le découvrirez à la lecture. Et même si on a un narrateur qui est extérieur à l'histoire, on suit quand même principalement Eleanor et on a parfois un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Je sais pas si c'est voulu dans l'histoire, si ça fait partie du personnage ou si c'est moi qui vois des choses là où il n'y a pas la place, mais j'ai l'impression qu'Eleanor, elle a un petit souci psychologique ou peut-être qu'elle a une maladie mentale. Il y a quelque chose qui fait que ce qui se passe dans sa tête et ce qu'elle ressent, je crois que ça risque d'avoir une incidence sur son expérience et peut-être même sur l'expérience de tout le monde. Je vais voir à la lecture. J'ai vraiment hâte de continuer puisque là où j'en suis arrivée, c'est leur première nuit au manoir. Ils viennent de se coucher littéralement et on a bien compris, on nous a bien expliqué que il se passe des choses vraiment bizarres une fois la nuit tombée. Donc j'y retourne. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi matin et il est temps de clôturer ce vlog puisque j'ai terminé hier soir La Maison Hantée de Shirley Jackson. Et je dois dire que je suis toujours dubitative parce que je suis encore en train de me poser la question de qu'est-ce que j'ai lu. Et je comprends mieux pourquoi on m'a dit que c'était surtout psychologique. Je vais avoir du mal à vous en parler sans rentrer dans les détails et dans les spoilers évidemment, mais même si c'est une lecture qui m'a accrochée, parce que je voulais savoir où on allait, je voulais savoir ce qu'il en était justement de cette maison hantée, je voulais savoir quelle était la résolution. Je dois dire que évidemment j'ai toujours pas accroché aux personnages et je pense que c'est voulu parce que ce sont vraiment des personnages qui sont imbus d'eux-mêmes, égoïstes, nombrilistes et même absurdes pour certains d'entre eux qui apparaissent un petit peu après la dernière fois que je vous ai parlé, plutôt sur le dernier tiers du roman. D'ailleurs, je vous disais la dernière fois que j'avais la sensation qu'Eleanor allait être un personnage un peu plus central dans l'histoire, déjà parce que c'est elle qu'on suit, mais surtout parce que au niveau mental et au niveau psychologique, elle me semblait être pas tout à fait neutre.
Alors j'avais raison, parce que oui, il se passe des choses, mais c'était pas du tout ce que j'attendais. D'ailleurs, au plus j'avançais, au plus j'avais une théorie qui finalement n'était pas celle de la fin de l'histoire, mais ça peut être une approche et une analyse qui se tentent. En bref, c'est pas une lecture que j'ai adorée, mais c'est pas une lecture que j'ai détestée non plus, et c'est même un livre que je vais vous recommander, parce que oui, il est bizarre, mais c'est justement cette bizarrerie qui fait sa force et son intérêt à la lecture. Et clairement, si vous cherchez une histoire où la maison est un élément central, évidemment qu'il faut foncer et lire La Maison Hantée. Sinon, en ce qui concerne la fin, comme je vous disais, je suis toujours dubitative parce que il y a une fin qui est plus ou moins satisfaisante, mais au plus j'y réfléchis et au plus je me dis, elle coche pas toutes les cases. Parce qu'il y a quand même certains éléments d'histoire où je me dis que bah ça colle pas en fait, ça répond pas à cet élément précis. C'est vraiment dur de vous en parler sans spoiler. Je peux juste vous dire que au plus j'avançais, au plus j'avais la sensation qu'il y avait un gros parallèle entre Eleanor et l'une des anciennes propriétaires de Hill House. Bon, et sinon en termes de peur, je pense que c'est le roman de ce vlog qui m'a fait le plus peur, qui m'a le plus terrifiée. Surtout que j'ai eu la merveilleuse idée de le lire principalement le soir. Alors autant pour les autres, je les lisais surtout en journée parce que c'est là que j'avais le plus de temps. La Maison Hantée, là où j'avais le plus de temps pour la lire, c'était le soir, dans mon lit ou sur mon canapé avant d'aller me coucher, ou le matin très tôt en me levant parce que j'ai un petit peu des problèmes de sommeil en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je me réveille vers 5 heures, alors que j'ai pas besoin de me réveiller à 5 heures. J'en profitais pour lire et pour avancer dans ma lecture. Donc forcément, lire dans le noir quand la majorité des personnes dorment, bah ça ajoute au côté angoissant de l'histoire. Avec ça, on arrive donc à la fin de ce vlog. Je suis plutôt contente parce que du coup j'ai lu 3 bouquins en l'espace de quelques jours, en l'espace d'un vlog, mais surtout 3 bouquins que je voulais lire depuis un moment, des histoires plus ou moins terrifiantes. D'ailleurs, si je devais les classer dans leur ordre de peur, je pense que bah, forcément le 13e conte ce serait le moins terrifiant parce qu'il n'y a pas du tout d'horreur. Et ensuite ce serait My Best Friend's Exorcism, puis La Maison Hantée. Donc du moins terrifiant au plus terrifiant. Et si je devais les classer dans l'ordre d'appréciation, je pense qu'on va aller plutôt comme ça. La Maison Hantée, celui que j'ai le moins apprécié, mais ça veut pas dire que je l'ai pas apprécié, c'est celui que j'ai trouvé le moins sympa. Puis My Best Friend's Exorcism, puis le 13e conte, comme vous l'avez très certainement compris, ça a été un coup de cœur phénoménal. Aussi, est-ce qu'on peut se poser 2 secondes pour admirer mes ongles spécial Halloween que je voulais faire depuis le début du vlog, mais j'avais jamais trouvé le temps. Et finalement, je les ai fait hier soir, et alors, je les trouve beaux, entre guillemets, dans le sens où c'est ce que je voulais pour Halloween. Et en même temps, je déteste ça parce que c'est trop... Ils sont trop épais, ils sont trop longs, ils sont trop faux. Et je vais les enlever dès que j'ai terminé justement cette vidéo. Décidément, les faux ongles, c'est pas pour moi. Et sinon, comme je suis toujours dans mon humeur de lire des lectures horrifiques, j'en ai encore sous le coude. Je vous disais au début de la vidéo que j'avais Horror Store à retirer à la médiathèque. Ça a été fait entre temps. Je peux toujours le lire d'ici quelques jours. Je crois que j'ai jusqu'autour du 10 novembre pour le lire. Donc ça va être fait dans pas longtemps, quoi qu'il arrive. Donc, comme je vous le disais, toujours Horror Store de Grady Hendrix. J'avais emprunté aussi il y a quelques temps, parce que je l'avais vu sur une vidéo de Cornelius qui en parlait très bien et qui m'a donné envie de le découvrir alors que c'est un support que je n'apprécie pas. J'avais donc emprunté à la médiathèque le tome 1 de The Nice House on the Lake qui a été écrit par James Tynion IV et illustré par Alvaro Martinez Bueno. Ici le tome 1 et comme la médiathèque fait les choses bien, ils ont aussi le tome 2 ici. Donc je vais pouvoir binge-reader cette histoire parce qu'elle est complète sur ces 2 tomes-là. Je me souviens juste qu'on va suivre une bande de personnages qui sont invités sur l'île ou la villa isolée sur une île, je sais plus, d'un milliardaire. Ça fait très Agatha Christie et ils étaient 10. Mais apparemment c'est dans une ambiance apocalyptique et horrifique. Et il n'y a qu'à voir cette planche pour se poser des questions. Donc ces 2-là, je pense que je les lirai chacun sur une soirée ou peut-être les 2 sur une seule soirée si je suis de repos le lendemain. On verra bien. Et évidemment, je pense que celui-ci va passer à la casserole dans pas longtemps. L'ombre sur Innsmouth, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et maintenant que je l'ai enfin entre mes mains, parce que c'était pas du tout prévu au programme, mais finalement j'ai craqué quand même. Je pense que ça va se lire vite parce que c'est certes
un monstre au niveau de son format, il est énorme, mais il n'y a pas de l'écriture sur toutes les pages et il n'y a que 64 pages. Ça reste une nouvelle. J'ai très hâte de le découvrir. J'ai très envie de me le garder pour le 31 octobre, 1er novembre, pour vraiment être au comble de l'horreur. Donc voilà, comme je vous le disais, encore pas mal de lectures horrifiques au programme. Je vous en parlerai très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker celle-ci si elle vous a plu, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez laisser un emoji, quelque chose qui vous fait peur. Un emoji fantôme, un emoji démon, un emoji maison pour les maisons hantées. Ce que vous voulez, tant que ça fait peur. Moi de mon côté, je vais retirer mes faux ongles et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!